article publié par Ahmed Bouyakoub, professeur de sciences économiques et de management à l'Université d'Oran, a révélé que du côté des dépenses alimentaires chez la population urbaine, les 10% des ménages les plus riches consomment 30% de la consommation urbaine totale, alors que les 10% des ménages les plus pauvres en Algérie n'en consommeraient que 3. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix pour une nouvelle émission. Vous l'aurez deviné, cette semaine, nous nous attaquons aux inégalités socio-économiques en Algérie. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau Madame Dalila Yamaren Djerbel. Madame Yamaren Djerbel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et membre du réseau Wassila, un réseau contre la violence faite aux femmes et aux enfants victimes de violences. Vous êtes également militante féministe et combattez depuis déjà plusieurs décennies les inégalités dont sont victimes les femmes en Algérie. Pour commencer, peu d'études statistiques en Algérie ont été réalisées sur la pauvreté et les inégalités socio-économiques. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit portrait de la situation ? Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études sur la pauvreté, à part celle du ministère de la Solidarité de 2006, qui a fait une carte des communes les plus pauvres et a montré que la pauvreté était 2 fois plus importante dans le sud et 3 fois plus importante sur les hauts plateaux. Mais il y a quand même différentes autres études sur le niveau de vie, par exemple, comme les données de l'ONS, qui sont quand même régulières, et le CNES, et qu'on peut trouver en ligne. Mais il faut d'abord définir le concept de pauvreté. Dans la pauvreté, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect économique, c'est-à-dire la pauvreté monétaire, le montant des revenus. Il y a la pauvreté des conditions de vie, c'est-à-dire l'habitat, quel type d'habitat, et puis l'environnement géographique, parce que vous habitiez dans un petit hameau perdu dans la campagne ou au chef-lieu d'une zone, d'une wilaya, c'est très différent dans l'accès aux services publics. Et puis aussi, il y a la pauvreté des capacités, c'est-à-dire le capital social que vous détenez, relationnel, l'instruction qui permet de trouver des solutions à votre situation sociale. Donc ce sont ces critères que nous devons prendre en compte pour évaluer la pauvreté, qui est différente de la précarité. La précarité signifie qu'il y a un des facteurs qui est momentanément absent. Donc il y a une insécurité sociale qui peut mener vers la pauvreté. Par exemple, la multiplication des emplois à durée déterminée peut mener à la pauvreté. Si on le voit dans le temps un petit peu, le problème de la pauvreté, on avait vu qu'il y avait une chute très très importante du niveau de vie durant les années 90. Il y avait eu la liquidation du secteur public, le programme d'ajustement culturel, des licenciements massifs. Donc tout ça avait vraiment affecté le niveau de vie de la population. Il y avait une très forte pauvreté. Mais ce qu'on observe entre 2000 et 2012, c'est une augmentation de l'espérance de vie, une diminution de la mortalité des enfants, une diminution du taux d'insuffisance pondérale, c'est-à-dire de développement des enfants. Donc il y a eu une amélioration du niveau de vie. D'ailleurs, l'ONS avait montré qu'il y avait eu un coefficient multiplicateur de 2,4 pour le niveau de vie, pour les catégories les plus basses, et 2,1 pour les catégories élevées. En ce qui concerne les chiffres sur la pauvreté, c'est très difficile à obtenir. L'enquête, par exemple, de la santé Mix 4 de 2012, elle évalue la pauvreté à 1,65% de la population. Là, elle intègre les privations multiples, c'est-à-dire les revenus, la santé, l'école, la nutrition, etc. C'est-à-dire les personnes qui vivent avec moins de 1,5 $ par jour. C'est le taux, enfin, c'est le critère international. Et puis, sans accès aux biens basiques, c'est-à-dire eau, énergie, etc. Et il y a aussi l'ONS. L'ONS fait, c'est-à-dire l'Office national des statistiques. L'ONS fait des enquêtes sur les dépenses des ménages qui peuvent nous donner une idée sur le niveau de vie. C'est-à-dire quelles sont les dépenses des ménages sur une durée déterminée. C'est une enquête qui est faite tous les 10 ans. Donc la dernière enquête date de 2011 et c'est celle qui est le plus souvent citée. Donc elle essaye d'évaluer les dépenses par tête d'habitant et par an, selon un certain nombre de critères, le type de logement, la zone urbaine rurale, le nombre d'occupés dans le ménage, etc. Et selon le type de dépenses, selon les dépenses pour l'alimentation, pour le logement, pour les loyers, etc. Les revenus ici sont divisés en 5 quintiers. La population du premier quintier, c'est-à-dire aux revenus les plus bas, est à 44% rurale. Tandis que le dernier quintier, c'est-à-dire le niveau de vie le plus élevé, est constitué de 3/4 d'urbains. Donc cela va de 65 000 dinars par an, par habitant, par tête,
Pour les catégories les plus basses, au moins 155 000 dinars par tête par an pour les dépenses pour les catégories les plus favorisées. Si on compare un peu les niveaux de vie à partir de ces chiffres-là, on trouve que 50% de la population rurale est dans les 2 premiers quintiles, alors que c'est seulement le cas pour 35% de la population urbaine. Mais si on considère le nombre de pauvres, selon l'ONS, 75% des pauvres sont dans les zones urbaines parce que la population est surtout urbaine. Il y a 3/4% d'urbains pour 1/4 de population rurale. Alors, un des critères de différenciation, ce sont les dépenses alimentaires. Dans les années 70, les dépenses alimentaires constituaient près de 80% des revenus, la dépense alimentaire. Bon, aujourd'hui, en moyenne, pour les familles les plus défavorisées, les dépenses alimentaires constituent 54% des dépenses, mais elles constituent uniquement 32% pour les catégories favorisées. Alors, les groupes les plus pauvres sont ceux dont le chef de famille est au chômage, très souvent, habitant en habitat précaire et avec un minimum d'instruction. 10% des ménages n'ont aucune personne occupée selon l'ONS. Et il faut compter 5 personnes par ménage, donc ça fait quand même du monde. Donc c'est très difficile de donner des chiffres précis. Il y a une enquête de la LADDH, la Ligue des droits de l'homme en 2015, qui parle de 14 millions de pauvres, soit 35%, alors que la Banque mondiale, elle, parle de 3 millions de pauvres, soit 5,5% de la population, et la pauvreté extrême, 0,5%. Et quand on dit pauvre, on parle de personnes qui ont moins de $1 de revenus par jour. Moins de 1,5 $ par jour. Voilà. Si on compte par exemple pour les personnes sans revenus, selon le ministère de la Solidarité, les chiffres qu'il donne en 2015, il y avait 825 000 bénéficiaires de l'AFS, c'est-à-dire l'allocation forfaitaire de solidarité. Ce sont des personnes qui sont responsables mais qui n'ont aucun revenu, avec 320 000 personnes à charge. Et puis 520 000 jeunes Algériens qui bénéficient du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Ce sont des chômeurs, donc sans qualification. Donc uniquement là, pour les personnes qui sont soutenues par la solidarité, il y a déjà 1,8 million de personnes avec des revenus, sans revenus ou des revenus très faibles ou vraiment aléatoires. Mais c'est vrai que si vous vous trouvez en ville, dans des zones urbaines, vous pouvez, comme on dit, bricoler, c'est-à-dire vendre les hashish ou faire des ménages, tandis qu'en zone rurale, c'est pratiquement impossible. Mais alors, dans ces chiffres, 10% de la population sont dans une grande précarité, donc et qui peuvent tomber facilement dans la pauvreté. Le chômage est toujours de 30% chez les jeunes et 16,6% chez les femmes. Merci beaucoup pour ce portrait très complet. Est-ce qu'on peut parler d'une division de la société algérienne en 2 classes sociales en raison de l'existence de ces inégalités, de ces écarts ? On ne peut pas dire qu'il y a 2 classes sociales parce que la situation est plus complexe et puis le revenu seul ne suffit pas à définir une classe sociale. Puis il y a les catégories intermédiaires. Mais grossièrement, on voit effectivement un net écart entre le premier quintile dont je vous ai parlé précédemment qui consomme 8,4% des dépenses tandis que le 5e quintile consomme 40% du total des dépenses. Donc c'est énorme. Et on voit à l'œil nu le nombre de belles voitures, les résidences, les villas énormes, et cela dans toutes les villes et les régions d'Algérie. Et puis, selon l'ONS, les écarts se creusent, les écarts de richesse se creusent, et ils sont beaucoup plus importants dans l'urbain que dans le rural. Mais on voit quand même une certaine augmentation du niveau de vie. D'ailleurs, on a vu qu'une partie des classes moyennes a vu son niveau de vie augmenter puisqu'elle a bénéficié, une partie a bénéficié des logements de l'ADL ou du logement participatif, le logement social, le logement rural aussi. Il y a eu de l'aide au logement rural. Et puis, les familles dans les bidonvilles ont été relogées en partie. Le parc automobile aussi a explosé depuis 15 ans. Mais la précarité a augmenté aussi parce que l'emploi n'est plus assuré. Ni les travailleuses ni les travailleurs ne sont couverts par la sécurité sociale, et ce, quel que soit le niveau de qualification. Et le chômage remonte, bien que le petit boulot existe. Mais on voit aussi récemment, donc depuis 2014, depuis la chute des
du pétrole, une augmentation énorme des prix, hein, une hausse quasi générale. Et l'inflation annuelle monte à 7%. La viande et le poulet ont augmenté de près de 20% entre 2016 et 2017, les œufs 20%, la pomme de terre 16%. Il y a des fluctuations pour les légumes. C'est vrai que ça monte et ça descend, mais ils ne redescendent jamais au prix inférieur. Le sucre, le café aussi a augmenté de 9%, les fruits de 26%, etc. Et ça a une incidence très forte sur les revenus. Bon, le problème aussi ici, c'est que les prix des produits soutenus par l'État profitent aussi bien aux pauvres qu'aux riches. Donc ce n'est pas une aide ciblée, donc ce n'est pas très utile. Et de quelle manière, en Algérie, les inégalités socio-économiques encouragent-elles le phénomène d'exclusion sociale ? En fait, l'exclusion sociale s'exprime par divers facteurs. Il y a la pauvreté économique, mais aussi le manque d'accès au transport, à l'éducation, la santé, les loisirs. Il y a des millions d'enfants qui sont éjectés de l'école, sans diplôme, sans formation solide, au chômage, et ils forment une population en colère, sans compter les diplômés, filles et garçons, qui ne trouvent pas de travail. Et puis, l'exclusion sociale aussi, c'est un sentiment, quand il y a un gouffre entre les aspirations à avoir un statut valorisé dans la société, surtout si on le compare au mode de vie qui est diffusé par les TV, les chaînes de télé, la consommation des produits étalés dans les publicités, et puis les possibilités réelles de nombreuses catégories sociales à accéder à ce statut ou accéder à cette consommation. L'exclusion sociale, c'est aussi ne pas se sentir citoyenne ou citoyen, qui ne peut pas maîtriser sa vie, qui ne peut pas maîtriser son avenir, qui ne se sent pas respectés par les institutions, par l'État. Est-ce que les inégalités socio-économiques peuvent être considérées comme un facteur d'incitation à la délinquance en Algérie ? Bon, d'abord, la délinquance, elle est dans les hautes sphères. Surtout la délinquance des cols blancs, c'est-à-dire les scandales de corruption sont étalés tous les jours dans les médias. La corruption financière, politique, à l'université, dans les catégories sociales, pourtant, qui sont favorisées. Donc, cette délinquance, elle existe au plus haut niveau. Le problème, c'est qu'il y a eu toujours des inégalités sociales, mais c'est leur ampleur qui choque, surtout si on les considère comme des biens mal acquis. Mais bien sûr, il y a des alternatives, parce que là, je pense que vous parlez de la petite délinquance. L'alternative, c'est la conscientisation politique, la revendication pacifique dans les organisations syndicales ou associatives ou partisanes. On ne peut pas justifier la délinquance, quelle qu'elle soit, parce que de toute façon, elle s'exerce sur les catégories défavorisées. Selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la corruption est un fléau dévastateur et un obstacle majeur au développement et à la protection des droits socio-économiques les plus élémentaires. Un tel contexte de corruption encourage-t-il l'accentuation des inégalités socio-économiques ? Oui, tout à fait. La corruption au plus haut niveau détruit la confiance dans les institutions et dans la justice. Il n'y a qu'à voir les fuites à l'examen du 6e ou au bac. C'est le meilleur moyen de détruire la cohésion sociale, de détruire le sentiment de confiance qu'on peut avoir envers son voisin, son collègue ou envers ses représentants. Et ça détruit le sentiment de solidarité. Parce que si les catégories politiques et intellectuelles qui doivent montrer l'exemple d'intégrité sont en partie corrompues, sans que les personnes mises en cause soient inquiétées ou ne démissionnent de leur poste, si l'État qui fait des lois ne les respecte pas, quel modèle donne-t-on à la société et aux jeunes générations ? Il y a une coupure totale entre le peuple et l'État censé représenter la souveraineté nationale. Il n'y a plus de morale, de principe, et ensuite tout le monde s'estime autorisé à transgresser la loi. C'est ce qu'on voit avec les agressions, les violences qui s'exercent partout. Alors que le salaire minimum en Algérie est fixé à 18 000 dinars par mois depuis 2015, de plus en plus de marques de luxe sont attirées par le marché algérien. Pensez-vous que les inégalités socio-économiques s'aggravent en Algérie au fur et à mesure que les années passent ? C'est-à-dire que depuis les années 80, nous sommes entrés dans l'ère du libéralisme. Le libéralisme total, le secteur public a été liquidé et l'entrée dans la mondialisation effrénée a supprimé toute possibilité de protéger et le marché et les travailleurs et a détruit même l'idée de justice sociale. Je disais 45% des travailleuses et des travailleurs sont dans l'informel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Il n'y a pas de syndicat puisque 80% des entreprises dans le privé comptent moins de 9 salariés.
On amnistie les entreprises qui n'ont pas payé leurs impôts durant des années et des années. Les entreprises, aussi bien dans le secteur industriel que dans l'agriculture, ne remboursent pas les prêts. On peut changer les devis sur la place publique et le marché est ouvert aux produits les plus futiles. Par exemple, les milliards dépensés en pétards qui partent en fumée. Alors, avec la chute des prix du pétrole, c'est une grave crise qui se met en place et on va voir qui va encore payer la note, c'est sûr. L'Algérie est passée d'un pays transitoire pour les migrants à un pays de destination depuis les dernières années, alors que le gouvernement algérien déploie plusieurs efforts pour l'octroi de logements gratuits aux habitants de bidonvilles. Le gouvernement a-t-il mis en place des mesures efficaces pour prendre en charge les migrants et les réfugiés itinérants ? Le problème migrant, c'est un gros problème que même les pays développés, avec tous les moyens qu'ils ont, sont incapables de régler. La misère et les conflits liés à la mondialisation qui jettent donc tous ces migrants sur les routes ne sont pas prêts de cesser toute cette misère et ces conflits. Donc il faut plutôt participer à changer la situation régionale pour que la migration ne soit plus la seule solution de survie pour nos peuples. Les Algériens sont aussi sur les routes et dans les barques. Le problème, c'est quand on voit le racisme ambiant envers les migrants, surtout subsahariens, qui sont dans notre pays. C'est très difficile parce que c'est au moins, même si on ne peut pas régler tous les problèmes, c'est au moins de leur montrer respect et une solidarité tout simplement humaine, même si on ne peut pas régler tous les problèmes. Exactement, ça peut passer par un bonjour dans la rue, même si on n'a pas d'argent à donner. Et pour terminer, est-ce que vous considérez que le gouvernement algérien et plus particulièrement le ministère de la Solidarité nationale a mis en place suffisamment de mesures efficaces pour éradiquer la pauvreté et le phénomène des inégalités en Algérie ? Je pense que la solution ne réside pas au niveau d'un ministère. C'est une vision politique et économique d'ensemble de toute la société, qu'il y ait une concertation entre les institutions, les partis politiques, les syndicats, les associations, pour qu'il y ait une synergie, des fois pour trouver des solutions. Parce que chacun doit vivre et travailler dans la dignité, dans la justice sociale. Ce n'est pas uniquement des petites mesures comme ça qui vont régler le problème. Mais je pense que d'abord, il faut rendre confiance dans les institutions pour que la population adhère à des politiques, quelles qu'elles soient, et qu'elle adhère à des mesures. Donc nous avons besoin d'abord d'un état de droit qui respecte et qui fait respecter la loi. Merci pour cette conclusion. Nous arrivons à la fin de notre émission. Madame Yamarine Djerbel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de comprendre un des malaises sociaux présents en Algérie. Je vous remercie beaucoup. À la radio des Sans-Voix, nous saluons votre combat pour l'avancement des droits de la femme et nous rappelons que tous les principes d'égalité et de non-discrimination sont des principes essentiels à la défense des droits de l'homme. Je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Valeurs humaines. Au revoir.